Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Et voilà. Euh, Ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, Ariel est présent. Ravi de t'avoir, Ariel. C'est bon, pas de problème familial cette fois-ci? C'est bon, merci. Content Au d'être là. top alors. On est content de t'avoir en tout cas. Romy Merci aussi, beaucoup. toujours présente, live depuis Paris. Ça va, Romy? Oui, très bien. Et toi, Salomé? Oui, ça va très bien, merci. Bah, à l'approche de Noël, en règle générale, on est plutôt content et joyeux, hein, n'est-ce pas? Ça y est, on a mis notre sapin dans le Toujours salon. content et joyeux, toujours. Toujours, il faut. Super. On va attendre quelques minutes. Oui, en attendant, donc, bien sûr, ce webinaire est enregistré. Vous allez le recevoir dans votre boîte mail demain matin. Euh, et voilà, si vous avez des questions, de toute façon, on reste disponible. Pour ceux qui ont déjà testé, vous savez qu'on est très, très réactif, hein, et qu'on répond très vite. Donc, surtout, n'hésitez pas. Vous avez, pendant le webinaire, la possibilité de nous poser des questions en live. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des discussions ouvertes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent pendant le webinaire. On sera très heureux d'y répondre, soit pendant ou soit après. De toute façon, on a un Q&A de 5 minutes qui est réservé à la fin de cette présentation. Voilà, je pense que on peut y aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce qu'on a quelques petites questions avant de démarrer avec la présentation? On puisse laisser encore une minute. D'accord, ça marche. La euh, prochaine fois, on préparera une petite vidéo, une petite musique sonore, d'accord? Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ça manque, hein. Franchement, Ariel, il faut penser à celle-là la prochaine fois. Sympa. Allez. On aurait pu mettre Noël, Jingle Bells. Sinon, on peut peut-être commencer déjà à se présenter. Donc là, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, donc nous sommes trois. Donc enchantée. Donc je m'appelle Salomé Laborde pour ceux qui ne me connaissent pas, et donc je suis responsable du marché français chez Rivery. Voilà, enchantée tout le monde. Après, nous avons Romy. Bonjour, Romy, je suis Solutions Engineer et donc je m'occupe du marché français avec Salomé sur la partie plus technique et produit. Et puis, euh, et puis moi en dernier, donc bonjour tout le monde. Ariel Poriles, je gère le produit marketing chez Rivery. Très content d'être là avec vous. Et donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est de discuter de comment se connecter à n'importe quel REST API en moins de 60 minutes. Donc pourquoi ce webinaire? Parce qu'on s'est rendu compte que une grosse majorité de nos clients, si ce n'est pas 85% d'ailleurs, pour vous donner un petit chiffre, utilisent le REST API Connector donc de chez Rivery, ce qui veut dire que une très grosse partie de nos clients ou de nos prospects ont des besoins pour se connecter à des sources qui ne sont pas supportées nativement par les outils ETL, donc type Rivery. Donc voilà, c'est le sujet que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui. Donc on va commencer. C'est parti. Donc déjà pour vous donner un peu une overview de Rivery. Rivery, on est une société qui a été créée en 2019. On est une solution d'ETL, mais en réalité donc de LT. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre la data, on va la mettre à l'intérieur de la data warehouse et après on va pouvoir effectuer les transformations. Donc on est un vrai ELT. On a plus de 200 sources natives. Sources natives, ça veut dire qu'en quelques clics, hop, vous pouvez sélectionner votre source et vous pouvez récupérer les données depuis celle-ci. Et on compte aujourd'hui un peu plus de 350 clients à travers le monde. Il faut savoir que quand on dit 350 clients à travers le monde, Rivery est pas si récent que ça, mais pour le marché français, si, puisqu'on a officiellement donc, lancé le marché français il y a quelques mois de ça maintenant. C'est aussi pour ça, on compte maintenant à peu près une vingtaine de clients sur le marché français. Mais donc, on commence, mais on est très heureux de commencer, donc, comme vous pouvez le voir, avec une équipe française assez active. Après, donc pour continuer, on est meilleur support et service 4 années consécutives sur V2. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger.
Donc, on a le support de Rivery, que ce soit le support ticket quand vous ouvrez un ticket ou que ce soit le support dans la phase d'onboarding, on est au top. On a vraiment une équipe qui est très responsive. Pour le marché français, on a une équipe qui est francophone, donc justement pour pouvoir vous accompagner au mieux. On compte aujourd'hui 4 bureaux à travers le monde. Donc, on a des bureaux à New York, on a des bureaux à Londres, à Tel Aviv et maintenant à Paris. Ariel, tu souhaites rajouter quelque chose? N'hésite pas. Jusqu'à présent, tout est bon. Je voulais juste rajouter un petit commentaire sur le premier détail que tu as mentionné au niveau de le nombre de clients qu'on a qui se connectent vers les sources qui sont non natifs. Donc, bien entendu, on va rentrer dans les détails un peu plus tard dans la démo avec Romy. Mais je voulais juste mentionner qu'il y a plusieurs options pour se connecter vers des sources non natifs. Et ce n'est pas forcément une question de que se connecter pour retirer les données, mais c'est aussi une question pour se connecter pour renvoyer les données vers d'autres applications. Donc, ce webinaire-là, le focus est plus pour extraire les données à partir des sources. On aura d'autres webinaires dans le futur. On parlera plus de comment on peut utiliser cette fonctionnalité-là pour renvoyer les données vers les applications destination. Donc, petit commentaire sur ce détail-là. Super. Ce qu'on appelle le reverse ETL. Exactement. Voilà, parfait. On est aligné. Donc, Rivery, comment on se positionne et qui on est? Donc, l'objectif de Rivery, c'est d'avoir un outil complet qui soit facile d'utilisation, qui vous permette d'avoir une scalabilité infinie, puisque comme vous l'avez compris, on va profiter des capacités du data warehouse pour effectuer donc les transformations, et après, tout en gardant la flexibilité d'un code custom, c'est-à-dire que comme vous l'avez vu ou vous pouvez le voir avec Rivery, donc on a une liste de paramètres assez importants qui vous permettent d'être assez flexible tout en profitant donc d'une interface low-code. Et après, enfin, aussi très important, c'est l'efficacité de la tarification à l'utilisation, puisqu'effectivement, donc Rivery, c'est vous payez ce que vous consommez. Donc après, pour continuer, voilà à quoi ressemble Rivery. Alors attention, là c'est parti pour la petite présentation. Donc comme vous pouvez le voir, Rivery, nous avons, si je puis appeler, trois modules. On a le côté ingestion, on a le côté transformation et on a aussi donc tout ce qui est reverse ETL, comme mentionné Ariel tout à l'heure. Donc sur la partie ingestion, on va déjà commencer avec plus de 200 connecteurs natifs. Donc, connecteurs natifs, encore une fois, vous vous connectez en 2 clics et vous pouvez récupérer les données depuis ces sources-là. Une autre option de se connecter, une autre option chez Rivery pour récupérer les données depuis vos sources, c'est d'utiliser ce fameux connecteur custom. Donc, il y a un connecteur type REST API. Donc, c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Donc, on va bien rentrer dans les détails de ce connecteur plus spécifiquement. Vous avez aussi la possibilité, avec notre moteur d'ingestion, de vous connecter à toutes les sources, que ce soit des sources API ou des sources type base de données. Et donc, dans ces deux cas-là, bien entendu, on va fournir les paramètres et les capacités ou les fonctionnalités qui dépendent directement donc, de ces sources-là. Un exemple, les bases de données avec le CDC. Donc, on sait que le Change Data Capture est quelque chose qui est très populaire avec les bases de données. Voilà. Donc après, une fois que, comme on le disait tout à l'heure, une fois que les données vont être récupérées, directement, elles vont être injectées à l'intérieur de votre data warehouse dans le cloud. Donc, ça peut être une data warehouse ou ça peut être aussi un entrepôt de stockage type data lake. Donc, Rivery, nous supportons les deux. Et c'est une fois que les données seront à l'intérieur de ces data warehouse que les transformations vont pouvoir se produire. Donc, chez Rivery, on a 2 possibilités pour effectuer les transformations en SQL ou en Python. Donc, tout ça, encore une fois, depuis l'interface de Rivery, même si on utilise les charges de travail du data warehouse. Et pour finir, la partie reverse ETL, donc c'est cette capacité de pouvoir récupérer les données depuis les data warehouse pour aller les pusher à l'intérieur de vos applications métiers. Donc le cas classique, pousser les informations vers votre CRM, donc vers Salesforce ou vers votre ERP type NetSuite.
Et bien entendu, pour pouvoir organiser tout ça, nous avons besoin donc d'un orchestrateur. Et donc Reverie propose aussi donc, cette fonctionnalité-là, depuis l'interface de Reverie, de pouvoir créer des dépendances entre les différentes pipelines. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Ariel, Romy, n'hésitez pas, hein. Pour moi, c'est bon. On peut creuser Moi plus profondément dans le challenge de ce webinaire-là. Super, alors. Donc, je te donne la main, Ariel. Et voilà, donc, encore une fois, n'hésitez pas, vous avez des questions ou quoi que ce soit, directement dans le chat. Soyez pas timide, c'est anonyme. Voilà, à tout à l'heure. Merci Salomé, rebonjour à tout le monde. Donc, le challenge de ce webinaire-là, on va effectivement essayer de répondre à la question de comment on peut se connecter à toutes vos données, toutes nos données. Et en fait, c'est un challenge qui devient de plus en plus important dans les dernières années, depuis que le cloud est devenu vraiment un standard dans toutes les organisations. On voit qu'il y a vraiment un challenge important sur le côté de la connexion vers les sources. Si dans le passé, c'était une histoire de se connecter vers quelques bases de données, quelques fichiers Excel, d'autres applications qu'on avait on-premise dans le passé, qui étaient vraiment assez simples. Maintenant, dans le présent, c'est vraiment un challenge qui devient de plus en plus important. Donc, pourquoi c'est un challenge qui nous pose des difficultés? La réponse se trouve dans, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que le cloud est vraiment devenu un standard dans tous les business. Donc, Salomé, si tu peux passer sur le prochain slide. Ce qu'on a vu avec le démarrage du cloud, c'est une vague d'applications SaaS. La première application qu'on connaît tous, c'est Salesforce, qui a établi en fait ce concept de software as a service, où effectivement, on n'a pas besoin de installer, gérer, passer par les équipes TI pour avoir des applications. Tout est accessible. On peut se connecter en quelques secondes à partir de notre navigateur et commencer et améliorer nos processus de travail avec les applications SaaS qui existent dans le monde. En fait, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 30 000 applications SaaS qui existent sur le marché. C'est un chiffre incroyable. Ce que vous pouvez voir sur la droite, là, c'est les logos, les images des applications SaaS qui existent dans le marché CRM uniquement. Donc, c'est effectivement une tonne d'applications qui, en fait, chacune peut répondre à des besoins un petit peu plus précis pour d'autres équipes, d'autres marchés, d'autres industries. Et donc, chaque application a sa place. Et ce qu'on voit, c'est des équipes différentes, pas forcément à l'échelle complète d'entreprise. Donc, Salesforce, bien entendu, c'est une application qu'on utilise à partir de plusieurs équipes. Ça peut aller des ventes au marketing, équipe de services, etc. Mais on a beaucoup d'applications SaaS qui sont vraiment dans des départements très précis ou bien même à l'échelle de l'équipe. Ce qu'on voit en moyenne, c'est 80 applications SaaS utilisées dans des organisations de taille moyenne jusqu'à 1000 employés. Et si on dépasse les 1000 employés, on voit même en moyenne 400 applications SaaS utilisées dans l'organisation. Donc ça, c'est des recherches qui ont été faites par l'organisation de Ventana. Et ça ne nous étonne pas, on le voit autour de nous. Si vous prenez 2 secondes à réfléchir au nombre d'outils que vous utilisez tous les jours, vous allez vite comprendre que ce chiffre-là est un chiffre exact. Et en fait, ces applications-là, elles sont super, elles nous permettent d'améliorer nos processus de travail, d'être plus efficaces, mais en même temps, elles stockent nos données. Chaque fois qu'on utilise ces applications-là, chaque transaction, chaque élément qu'on fait dans ces applications-là est stocké par derrière dans les bases de données de ces applications-là. Ces applications-là, souvent, ont un design qui nous permet de quand même consommer nos données à nous de façon assez facile dans les applications mêmes. Il y a des couches reporting, il y a des dashboards, etc. dans ces applications-là. Mais en même temps, on a quand même des besoins d'aller et de retirer ces données-là et de les mettre ailleurs. Soit pour être capable de les rassembler avec d'autres données qui existent dans d'autres applications, dans nos bases de données à nous, et avoir une image complète de nos data, soit pour créer des processus plus automatiques, où on a besoin de prendre des données qui sont stockées dans ces applications-là,
les transformer et les mettre dans un processus qui nous permet de prendre des décisions, vraiment, comme je dis, d'une façon automatique, ou bien juste pour les prendre d'une application et de la mettre dans d'autres. Donc, par exemple, si on travaille avec une outil marketing style HubSpot, on peut retirer des données des prospects qu'on a dans nos processus de vente. On a peut-être besoin d'avoir une capacité de prendre ces données-là de HubSpot et les pousser vers peut-être d'autres outils, par exemple Jira, où on utilise cette application-là pour peut-être avoir des logs de tous les échanges techniques qu'on a eu avec ces prospects-là. Donc, enrichir Jira avec des données qu'on a eues à partir de HubSpot peut nous aider à améliorer nos processus de support. Donc ça, c'est un petit exemple pour lequel on a besoin de prendre les données d'une application et les verser dans une autre. Donc, plusieurs raisons, plusieurs cas qui nous, rapprochent de plus en plus vers notre but de devenir vraiment data-driven, plus efficace. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'avoir la capacité de retirer les données de ces applications-là. Et comment on peut accéder à ces données-là? Donc, quasiment toutes les applications SaaS qui existent dans le monde, toutes les applications qui ont évolué à partir de plus que 2-3 clients, offrent une API REST qui nous permet d'accéder aux données de façon assez standard. En fait, cette API REST est devenue tellement populaire parce qu'elle est fiable, parce qu'elle est assez sécurisée pour nous permettre de retirer ces données-là à partir d'une connexion qui n'est pas forcément la nôtre dans notre réseau interne, à partir du le réseau d'Internet qui est ouvert à tout le monde. Et c'est vraiment devenu un standard quasiment dans toutes les applications REST, sûr que les applications REST, les applications SaaS, forcément des applications SaaS modernes. Et malgré le fait qu'on voit que des applications SaaS essayent d'ouvrir leurs données, fournir leurs données d'autres manières dans les dernières années, donc on voit des applications SaaS qui rajoutent non seulement des couches reporting, mais aussi des fonctionnalités qui nous permettent de, par exemple, envoyer les données avec un fichier CSV par email, ou bien même accéder les données directement à partir de ce qu'on appelle un data share dans des warehouses comme Snowflake ou comme Google BigQuery. Malgré ces fonctionnalités-là et ces options-là, on voit que quand même l'option d'accéder aux données à partir de les REST API est vraiment requis presque obligatoire pour ces applications-là parce que c'est le standard le plus facile qui est connu par la majorité des applications qui doivent extraire ces données-là. Et les autres options sont là pour répondre à des besoins précis, mais pas pour répondre aux besoins complets des organisations qui ont besoin d'extraire ces données-là. Et donc, effectivement, quasiment 95%, si pas 100% d'applications offrent ce genre d'API pour être capable d'accéder aux données. Donc, si on passe sur le prochain slide, comme Salomé l'a mentionné au départ, Reverie offre plus de 200 intégrations, ce qu'on appelle pré-employé ou no-code. On peut effectivement se connecter vers des applications de façon très, très facile, en quelques clics, et établir une intégration, un data pipeline, qui nous permet de retirer les données de façon systématique de ces sources-là. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui nous permet de rapidement se connecter et établir le lien, mais aussi avoir un lien qui est géré à la durée. Donc en fait, ce que vous allez voir, c'est que quand il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent ces applications-là et tout le monde s'appuie sur ces REST API, ces REST API changent au fur et à mesure. Par exemple, si on prend Salesforce comme exemple, Salesforce, plusieurs fois par an, ils mettent à jour leur API, ils rajoutent des fonctionnalités, ils changent un peu leur API. Et donc, ce que Reverie fait, en fait, c'est pas mal de maintenance par derrière pour permettre non seulement la connexion rapide, mais aussi mettre en sorte que ces data pipelines continuent à marcher de façon qui est vraiment transparente à l'utilisateur. Donc, une fois que vous avez établi votre connexion, toutes les maintenances de REST API qu'il faut faire par derrière sont prises en charge par Reverie. Et donc, pour vous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de travail à faire
pour garder ce data pipeline en fonctionnalité complète. Et donc ça, c'est possible pour toutes les applications populaires qui existent dans le marché. Donc, il y en a quand même pas mal qui sont vraiment adoptés par beaucoup d'organisations. Et donc, des outils comme Reverie ont développé des intégrations qui sont vraiment sans code, très faciles pour se connecter vers cette source-là. Donc, Reverie offre plus de 200. Si vous regardez un peu sur le marché, vous allez voir d'autres applications qui offrent 100, 200, peut-être même 300 connexions intégrées qui sont vraiment gérées. Mais au fur et à mesure qu'on rajoute d'autres intégrations, on arrive à un point où c'est très, très dur de continuer à maintenir tellement d'intégration vraiment de façon complète. Donc, c'est peut-être pas très compliqué de rajouter d'autres connecteurs, d'autres intégrations de façon assez light, sans avoir de la maintenance par derrière, mais vraiment avoir une solution complète, vraiment pré-employée, ça demande pas mal de travail par derrière. Donc, c'est plus ou moins pour ça qu'on voit que tout le marché, plus ou moins, stop vers 200, limite 300 applications, parce qu'on a quand même pas mal de travail derrière, des équipes importantes de développement qui doivent être là et mettre pas mal d'efforts sur le côté de la maintenance. Donc, ça nous laisse avec un bout de comment on appelle ça, long tail, je ne sais pas comment on dit en français, mais quand même pas mal d'applications qui sont moins connues, moins populaires sur le marché, mais qu'on a quand même employées dans notre business où on a besoin d'accéder à ces données-là. Donc, quelles sont les options qu'on a devant nous pour se connecter vers ces applications-là? Il y a plusieurs options face à nous. Donc, la première option, c'est ce qu'on faisait un peu dans le passé avant que des solutions comme Reverie existaient, c'est développer une pipeline de données, par exemple en Python. Donc, c'est une solution qui n'est pas forcément très, très compliquée quand on réfléchit au départ pour mettre en place. Mais ce qu'on a besoin de tenir en compte, c'est que ce n'est pas juste une question de se connecter au départ avec du Python, par exemple, vers ces API-là, mais c'est aussi le fait qu'on a besoin de maintenir ces solutions-là au niveau de l'infrastructure, au niveau de gérer ou monitorer la santé de notre pipeline et recevoir des notifications, être capable de voir ce qui s'est passé dans le passé, est-ce qu'il y a eu des problèmes, etc. Donc, il y a quand même pas mal de besoins qu'on a dans les data pipelines qui ne sont pas juste au niveau de la connexion vers la source. Je pense que c'est pour cela que des solutions comme Reverie vraiment ont bien pris dans le marché parce qu'elles éliminent tous ces soucis-là. Donc, si on n'a pas la source dans les possibilités natives de l'application, effectivement, on peut retourner vers du code en Python, par exemple. La deuxième option, c'est d'essayer de trouver un autre outil qui a une connexion vers ces sources-là. Donc, dans le passé, avant que j'ai rejoint Reverie, je faisais du consulting data et avec mes équipes, on accompagnait des organisations. Et souvent, ce qu'on faisait, c'est on était là pour faire une étude de marché avec le client pour choisir l'outil ETL qu'ils avaient besoin de mettre en place. Donc, par exemple, un des critères les plus importants, c'était de voir est-ce que l'outil ETL qu'on allait choisir pouvait se connecter vers toutes les sources de l'organisation. On faisait un fichier Excel avec toutes les sources sur la gauche. On avait des colonnes avec les différents outils ETL. Et ce qu'on voyait, c'est que c'était très compliqué, assez rare de trouver un outil ETL qui vraiment avait toutes les intégrations vers toutes les sources du client. Souvent, on trouvait des mélanges qu'on pouvait mettre en place, mais un outil qui avait toutes les connexions, c'était très rare. Parce qu'effectivement, il y en a tellement d'outils SaaS dans le monde. Et donc, on se retrouvait avec la possibilité de soit prendre un outil qui avait quand même pas mal de connexions et développer des solutions à côté, ou bien mélanger plusieurs outils. Donc, si on mélange plusieurs outils, le bénéfice, c'est bien entendu le fait qu'on peut utiliser une expérience sans code pré-employée pour les différentes sources. Mais ce qu'on doit tenir en compte, c'est après le fait qu'on n'a pas une vision complète sur tous nos pipelines dans un seul endroit. On se retrouve avec plusieurs outils différents qu'on doit gérer, pas qu'au niveau des licences et des coûts d'apprentissage, mais aussi en fait du travail de maintenance de tous les jours où on perd un peu ces visions complètes. La troisième option, effectivement, que Romy va vous présenter plus en détail dans quelques minutes, c'est utiliser ce qu'on appelle Action Rivers dans Reverie, qui est en fait une solution qui n'est pas entièrement no-code, et un peu de ce qu'on appelle low-code dans cette application-là.
Vous allez voir quelques configurations que Romy va vous présenter, mais en même temps, ça reste du low-code. C'est assez facile à configurer et ça prend en compte toute la gérance de l'infrastructure et tous les systèmes autour de la santé de nos pipelines, ce qu'on a besoin d'avoir pour vraiment gérer et avoir un système qui est vraiment fiable en place. Donc voilà, je vous laisse avec ça et je passe la main à Romy pour rentrer un petit peu plus dans les détails techniques. Merci Ariel. Donc, si on passe à la slide suivante. Donc, on va rentrer dans le détail de l'option 3. Donc, comment est-ce qu'on configure une Action River avec Rivery? Et donc, avant ça, pour configurer une pipeline custom vers une API, il va y avoir différentes étapes dans le processus de mise en place, dont d'abord trouver la documentation de l'API. Ensuite, s'assurer que les endpoints dont on a besoin pour récupérer notre donnée sont disponibles et identifier quels sont les endpoints qu'il faudra récupérer. Après, on a aussi une étape qui sera de vérifier comment est-ce que le mécanisme d'authentification est mis en place et ensuite l'implémenter. Donc, on peut avoir par exemple un système avec un username, password, on peut avoir des tokens, on peut avoir des API keys, on peut avoir de l'OAuth 2. Donc ça, c'est quelque chose qui sera aussi important pour pouvoir être en mesure de faire l'appel vers l'API. Et ensuite, une fois que ces prérequis sont en place, il va falloir configurer l'appel en lui-même et gérer la réponse de l'API. Et donc, quand on configure l'appel, donc il y a déjà identifié tous les différents paramètres, mais surtout gérer la réponse, donc analyser la réponse, savoir comment est-ce qu'on va la parser pour ensuite pouvoir créer notre table dans notre entrepôt de données. Il va falloir construire le mapping. S'il y a la possibilité de faire de l'extraction incrémentale, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir mettre en place et gérer l'incrément au cours des différentes exécutions. Parfois, la réponse peut être répartie sur plusieurs pages, donc il faudra aussi gérer la pagination pour pouvoir aller à la page suivante, gérer les limites en termes de taux d'appel API. Donc, par exemple, si on a 1000 pages sur lesquelles il va falloir boucler, si on fait trop d'appels, c'est possible que l'API nous renvoie une erreur. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui, cumulées, vont faire qu'au final, ça reste assez conséquent en termes de travail d'implémenter une pipeline custom. Et tout ça, c'est sans prendre en compte la partie infrastructure et monitoring, qui est donc la dernière étape, la numéro 5, où là, il va falloir mettre en place l'infrastructure si on veut déployer nos pipelines dans le cloud, mettre en place la partie aussi chargement dans notre cible pour pouvoir charger de façon efficace dans notre entrepôt de données, dans les différentes tables, gérer de l'upsert merge par exemple. Ensuite, orchestrer nos pipelines, les planifier et monitorer l'état de santé des pipelines et gérer les différentes erreurs. Donc, quand on veut mettre en place ces pipelines de API, il y a toutes ces étapes qui ont demandé pas mal de travail, de développement. Et c'est là où Rivery a voulu mettre en place quelque chose de plus simple pour pouvoir accélérer la partie création de connexions vers ces API et aussi utilisation de ces connexions custom pour des pipelines d'ingestion. Donc, si on va à la slide suivante, on va vous montrer comment est-ce que Rivery simplifie cette étape. Donc, la partie trouver la documentation et analyser les endpoints, elle sera nécessaire dans tous les cas. Mais sur toutes les autres étapes, Rivery va vous simplifier la vie. Donc, en proposant par exemple des options d'authentification native où à la place d'avoir à identifier exactement comment tout passer, on peut juste rentrer les différentes credentials. On va proposer aussi d'un point de vue sécurité d'encrypter des variables et des mots de passe. Et ensuite, toute la partie configuration de l'appel va être low-code. Et donc, un peu dans l'idée de Postman, on a juste à rentrer comment est-ce qu'on fait l'appel, comment est-ce qu'on veut mettre en place la pagination avec un menu déroulant et l'extraction incrémentale. Et sur la partie infrastructure, donc comme ça fait partie, une partie intégrante de la plateforme Rivery, on va bénéficier de tous les autres avantages sur la partie Data Ops. Ça va être le fait de ne pas avoir à gérer l'infrastructure, d'avoir toute la partie chargement qui est déjà native dans la plateforme Rivery. On va pouvoir planifier et orchestrer nos pipelines comme les autres et aussi gérer toute la partie monitoring et erreurs directement depuis la plateforme Rivery. Donc, si on va à la slide d'après, donc ensuite, je vais passer directement à la démo. Je vais prendre le partage d'écran.
et vous montrer maintenant comment est-ce que concrètement, en fait, on met en place ces connecteurs dans la plateforme Reverie. Donc pour ça, j'ai préparé un exemple qui va être avec une API de taux de change, parce qu'elle va permettre de couvrir pas mal de différentes fonctionnalités qui sont utiles et simplifient la vie dans Reverie. Donc ici, on est dans la plateforme Reverie et on peut créer différentes rivières pour nos opérations de LT. Donc, Source to Target, c'est pour l'ingestion. Logic River, c'est pour l'orchestration. Et ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est les Action River, qui sont cette partie connexion custom vers une API. Donc, la première étape, c'est de créer une Action River. Et donc là, on a deux options, soit multi-action, soit rest action. Une multi-action, c'est juste un enchaînement de plusieurs rest action. Donc, par exemple, ça va être utile dans le deuxième exemple qu'on va voir aujourd'hui, si on veut passer, par exemple, récupérer un token, ensuite passer le token pour un appel, ou ça peut être d'autres variables qu'on va vouloir passer. Dans ce cas-là, on utilisera les multi-actions. Pour le premier exemple, je vais commencer par une rest action simple. Et donc, l'interface se présente de cette façon. On va avoir la possibilité juste de rentrer donc l'URL à laquelle on va se connecter et de configurer les différents paramètres de l'appel. Donc, si je regarde ma documentation ici, je vais pouvoir récupérer les taux historiques, les taux de change historiques. J'ai les différentes informations de l'appel API. Donc, par exemple, tout d'abord, l'URL que je vais devoir requêter va être celle-ci. Donc, ça va être le endpoint historical que je vais vouloir avoir. Donc, je vais pouvoir le renseigner ici. Et ensuite, donc c'est une requête de type GET. Et on va avoir différents attributs qu'on va pouvoir ajouter. Donc, pour la requête ici, on est déjà sur le type GET, mais on a aussi la possibilité de faire d'autres types de requêtes. Ensuite, si je regarde les attributs, donc j'ai mon API key qu'il faut que je passe dans les headers. Et donc, j'ai généré une API key avec un compte d'essai que je vais pouvoir renseigner dans mon Action River. Donc, ici, je peux ajouter un header qui sera API key. Je vérifie juste s'il y a une majuscule. Non, c'est bon, il n'y a pas de majuscule. Et ensuite, pour la valeur, donc soit je peux la renseigner directement ici, soit je peux utiliser l'encryption des mots de passe pour pouvoir avoir un stockage de mes tokens plus sécurisé. Pour ce faire, je vais créer une connexion qui sera, que je vais appeler par exemple Currency Exchange. Et en fait, une connexion, ça va nous permettre de stocker différents attributs. Donc, je peux donner la clé API key et dans la valeur, je vais pouvoir mettre la valeur que je veux. Et donc, en fait, si je clique sur Is Password, ça va permettre d'encrypter cette valeur et de la stocker de façon sécurisée et isolée des utilisateurs. Donc là, j'ai renseigné mon API key. Je peux le sauvegarder. Et ici, donc, j'ai choisi cet objet connexion qui va me permettre d'utiliser ces différents attributs en tant que variable. Quand j'ouvre mon panneau variable, ici, je vois bien que j'ai ma variable connection.api key avec ma valeur qui est encryptée. Et donc ici, dans le header, je vais pouvoir passer directement cette variable à mon appel API. Ensuite, on a différents attributs qu'on peut mettre en place. On a la date et après, en optionnel, la monnaie de base et les monnaies qu'on veut récupérer. Donc, je vais commencer par la date. Et donc, la date, ça va nous permettre de définir le champ, l'intervalle de temps dans lequel on veut récupérer la donnée. Et donc, pour la gestion des incréments, par exemple, si à chaque fois que j'exécute ma pipeline, je veux juste récupérer l'historique des taux de change depuis la dernière exécution pour avoir un historique complet, je vais pouvoir utiliser ces variables qu'on appelle time period qui vont permettre de gérer cet incrément. Et donc, à chaque exécution de pipeline, c'est un incrément qui sera mis à jour et maintenu directement au sein de la plateforme Reverie. Par exemple, si je prends prenons 2 jours, par exemple, le 17 décembre. Ensuite, je vais pouvoir choisir le format sous lequel je vais devoir donner ce paramètre à l'API. Il est sous format année, puis mois, puis date. Et je peux le sauvegarder. Et donc là, on voit dans l'onglet des variables une nouvelle variable qui, elle, est sur les paramètres d'intervalle que là, je vais pouvoir mettre dans de date. On a d'autres attributs. Donc, la currency de base qui est en dollars, je vais la laisser par défaut. Et je vais ajouter plusieurs currencies ici pour vous montrer l'exemple et avoir un peu plus de valeur.
Donc, je vais pouvoir ajouter currencies. Je vais prendre ceci, par exemple. Et je vais pouvoir sauvegarder et tester mon action. Je vais lui donner un nom. Et donc là, je vais pouvoir tester directement l'appel, vérifier qu'il passe bien et que ma configuration est correcte. Donc là, on voit un échantillon de la réponse qui me permet de savoir à quoi ressemble ma réponse. Donc on voit qu'il y a un premier champ méta qui sont des métadonnées et data où là sont les données qui m'intéressent. Donc pour récupérer directement le champ data, je vais pouvoir aller en fait dans l'onglet Results et indiquer où se trouve la data qui m'intéresse au sein de ma réponse. Donc ici, on est juste dans la clé data. Donc la syntaxe, c'est une syntaxe de type JSON Path. Et donc je peux juste rentrer le champ data. Je vais relancer le test pour vérifier que ça l'a bien pris en compte et qu'on a bien la donnée qui nous intéresse maintenant. Mais a priori, ce serait juste cette simple configuration qui va permettre d'indiquer exactement la valeur que je veux. Donc là, voilà, on a les différentes monnaies, le code et la valeur. Très bien. Donc, on a utilisé le champ data ici et on a d'autres options de configuration. Donc là, pour l'instant, qui sont correctes par défaut, mais pour que vous sachiez, on a donc les options de pagination ici qu'on peut mettre en place. Donc, on a une seule page ici, mais si on avait plusieurs pages, on aurait pu très facilement indiquer comment aller à la page suivante. Donc, définir l'offset, la taille de la page. Pareil, si c'est un numéro de page ou une URL qui est dans la réponse directement. Et on a aussi la possibilité de faire des pauses entre chaque page pour éviter de surcharger l'API. Donc, je vais sauvegarder cet appel et je vais vous montrer maintenant qu'on a créé cet objet connexion vers l'API. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser pour ingérer nos données de cette API vers un data warehouse. Donc maintenant, je vais utiliser une rivière de type source ou target, qui est le type de pipeline qu'on met en place pour la partie ingestion. Donc ici, on voit les 200 plus connecteurs natifs qu'on a disponibles directement dans Rivery. Et donc en fait, donc on a des sources marketing, analytics, on a des bases de données, on a beaucoup de choses. On a même aussi un currency exchange, un comparateur de taux de change aussi dans la plateforme Rivery. Mais ce que je vais choisir comme source ici, ça va être REST API Source. Et ça va me permettre de pouvoir utiliser mon propre connecteur API que je viens de mettre en place. Donc ici, je vais pouvoir choisir Exchange Currency API, qui est l'Action River que je viens de créer. Et on voit les différents paramètres exposés ici, qui sont, on a la connexion qu'on peut modifier si on veut. Par défaut, la bonne est sélectionnée. Et ici, on a les champs de start date, end date, qu'on peut paramétrer également. Ce qu'on a aussi ici et qui est important dans notre cas, c'est un chunk size. Ça va nous permettre en fait de chunker la requête et de faire des requêtes, par exemple, jour par jour. Et donc, c'est ce que je vais utiliser. Donc, je vais prendre du 17. Je vais mettre daily et je vais choisir ma target maintenant. Donc, dans l'onglet target, on a tous les entrepôts de données avec lesquels on s'intègre ou même les data lakes et des buckets cloud. Pour la démo d'aujourd'hui, je vais choisir Snowflake. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer également ensuite dans Snowflake comment nos données sont atterries. Je sauvegarde et donc là, on a une fonctionnalité d'automapping. Donc cette fonctionnalité d'automapping, elle va faire un appel vers l'API et automatiquement analyser la réponse et construire la table associée avec la bonne structure. Et donc ça, c'est une étape qui va me permettre de gagner du temps parce que j'ai pas besoin de moi-même à la main créer ma table dans Snowflake avant de pouvoir charger ma donnée. Rivery va s'en occuper directement en utilisant ce mapping. Ça va aussi me permettre de me rendre compte de est-ce que la donnée que je récupère est celle qui m'intéresse. Donc là, on voit les 3 différentes monnaies pour lesquelles on a voulu récupérer le taux de change. Mais je me rends compte qu'il va me manquer l'information de la date pour savoir l'historique. Et donc, je vais retourner sur mon objet de connexion, mon Action River.
pour ajouter également ces champs de date au résultat. Donc, si je vais dans mes variables, ici pour le start date, je vois que j'ai... alors, je retourne sur l'autre. Bon, je vais la lancer telle quelle et vous montrer ensuite les résultats dans Snowflake. Donc là, j'ai eu une erreur. Je vais pouvoir voir dans l'onglet Activité plus d'informations sur cette erreur. Et je pense que c'est à cause de la date. Voilà, donc la date, je suis allée trop loin sur la partie end date. Donc je vais juste refaire et changer un petit paramètre. Donc c'est ici dans les options avancées, j'ai la possibilité d'ajouter donc la variable de date à mon résultat. Donc je vais sauvegarder. Et après, je vais retourner sur ma rivière, je vais lui donner un nom. Et mettre une fin de date plutôt. Donc, je vais prendre un champ un peu plus large pour avoir plus de données. Et je vais juste relancer mon étape d'automapping parce que j'ai ajouté donc, les variables des dates à mes résultats. Voilà, donc on voit deux nouvelles colonnes qui ont été ajoutées, start date, end date. Je vais sauvegarder et lancer. Donc là, on fait un test manuel, mais si on le souhaitait, on peut aussi planifier très facilement la rivière, la pipeline, pour pouvoir la lancer à intervalles réguliers. Donc, par exemple, toutes les heures, tous les jours. On peut faire toutes les 10 minutes. Donc, c'est vraiment customisable. Et on a aussi tout ce qui va être gestion des erreurs. On va pouvoir donc être notifié par email quand il y a une erreur ou même quand la pipeline prend plus de temps que prévu par rapport à d'habitude pour s'exécuter. Voilà, donc notre pipeline s'est exécuté correctement. Maintenant, je vais changer et vous montrer directement dans Snowflake la donnée. Donc, on voit les différentes colonnes de notre mapping qui ont été créées. Et ensuite, on a donc les start date et end date qui nous indiquent aussi la date de la requête, la date du taux de change qui est ici dans notre table. Donc ça, c'est un exemple assez simple sur comment configurer un appel API Custom. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est quand on fait un appel de type multi-action. Donc, on a plusieurs étapes qu'on va devoir enchaîner pour pouvoir récupérer notre donnée. Et pour ça, j'ai préparé un exemple avec Dropbox que j'ai dû faire pour un workshop récemment avec nos clients où ils avaient des fichiers CSV à récupérer depuis leur Dropbox et à envoyer vers leur data warehouse. Et donc, pour se connecter à Dropbox, il y a différentes étapes. Il y a une première étape où on va devoir récupérer un access token, donc un token pour pouvoir faire notre requête avec ce type d'appel, un appel de type POST avec ses différents paramètres. Et ensuite, une fois qu'on a cet access token, là, on va pouvoir récupérer le fichier qu'on veut récupérer en passant du coup cet access token. Donc ici, on a différents appels qui sont préconfigurés et je vais juste vous les montrer avant de l'exécuter pour gagner un peu de temps sur le webinaire. Donc ici, on a le premier appel vers la partie l'endpoint token.
en fait, on va faire une requête de type post. Et donc, on va utiliser une notification basique. Et de la même façon que précédemment, j'ai utilisé un objet connexion où j'ai renseigné les différents credentials de mon application Dropbox. Ensuite, on a donc le header. Et quand on a une requête de type post, ce qu'on voit apparaître ici, c'est un champ request body dans lequel on peut renseigner les différentes valeurs et donc utiliser des variables lorsque c'est pertinent. Donc, tout ce qui est entre accolades va être des variables dans l'univers Reverie. Et ensuite, dans l'onglet Result, cette fois-ci, au lieu d'utiliser le champ data, j'ai utilisé un résultat de type variable et je vais pouvoir renvoyer une variable que j'ai appelée Access Token et qui est la clé Access Token dans ma réponse. Donc, j'ai configuré également la partie download pour récupérer le fichier avec les différents headers comme indiqué par l'API et avec une variable pour le chemin de mon fichier. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on enchaîne ces différentes actions ensemble et donc comment est-ce qu'on va construire cette partie multi-action. Quand on clique sur le multi-action, on a cette interface, on va pouvoir choisir la première étape dans notre multi-action. Première étape, ça va être récupérer mon access token. Donc là, je peux appeler une action qui est déjà existante dans mon compte et je peux voir les différentes variables qui sont en entrée et la variable aussi qui sera renvoyée en sortie qui s'appelle access token. Donc, première étape, je récupère un token. Deuxième étape, je vais récupérer mon fichier. Donc là, pour récupérer mon fichier, donc je dois renseigner le chemin du fichier que je veux récupérer, mais aussi le token qu'il faut que je récupère. Et donc, dans mon onglet variable, je vais pouvoir récupérer directement le token généré par la première action et le donner à cette deuxième action. Je vais ajouter aussi une variable pour le chemin du fichier que je vais mettre par défaut sur data.csv. Et cette variable va me permettre d'exposer aussi donc, le champ file path à la rivière source to target. Donc, je sauvegarde et je vais faire un test de la multi-action. Et donc, dans le test de la multi-action, on va pouvoir vérifier que l'enchaînement se passe bien et si jamais il ne se passe pas bien, savoir à quelle étape il y a eu un problème. Donc là, on voit que la première étape a bien fonctionné. Donc, si j'ouvre si j'affiche un échantillon du résultat, on voit donc que l'output, le token, est bien généré et récupéré. Et pour cette deuxième partie, donc, on a la réponse, donc c'est les valeurs de mon CSV. Dans cette action de type de téléchargement du fichier, la réponse, elle est de type CSV et non pas JSON, c'est le cas précédemment. Et donc là, on va pouvoir très facilement en fait changer et dire quelle est la structure de ma réponse. En choisissant la structure CSV, ça va me permettre ensuite à Reverie de faire le mapping correctement avec les bonnes valeurs et donc de savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer les noms des colonnes. Donc maintenant qu'on a cette multi-action, je vais pouvoir ensuite aller dans une rivière source to target et comme tout à l'heure, choisir donc, un connecteur de type REST API source. Je vais pouvoir prendre mon action river qui s'appelle getCSV, donc qui est en fait la multi-action avec les deux étapes regroupées ensemble, récupérer le token et ensuite récupérer le fichier. Et ensuite, donc, je vais pouvoir choisir ma target Snowflake, configurer où est-ce que je veux charger ma donnée. Et je vais aussi pouvoir lancer l'étape d'automapping. Donc là, on a les différentes colonnes de mon CSV qui ont été récupérées. Je peux choisir la clé primaire qui sera utilisée pour les prochaines exécutions pour le upsort merge et sauvegarder et lancer.
S'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas à utiliser l'option des questions sur le Zoom. Donc maintenant, donc la pipeline s'est exécutée avec succès. Donc là, je peux voir donc, mes données directement dans Snowflake, dans ma table, avec les ID, les différents champs. Donc la variable du file path que j'ai ajouté dans ma configuration. Et voilà, donc on a couvert un peu les grandes parties qui sont donc faire de l'extraction incrémentale. On a aussi la partie enchaîner différentes actions pour pouvoir couvrir un cas d'usage euh, pas nécessaire, un peu plus complexe. Et donc, et ensuite directement utiliser ce connecteur une fois configuré dans une pipeline d'ingestion comme si c'était une source native. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A et je pense qu'on peut passer à la partie questions-réponses. Donc, je vois déjà quelques questions qui sont rentrées, donc on peut démarrer. Et si vous avez d'autres questions, continuez à les envoyer. Donc, la première question, Romy, c'est une question plutôt technique pour toi. Quand on se connecte vers les sources par les API, où est-ce que les données sont stockées entre la source et la warehouse? Donc, est-ce que les données sont stockées chez Reverie? Qu'est-ce qu'on fait avec les données? Comment ça marche de ce point de vue-là? Oui, c'est une très bonne question. Et en fait, c'est ce qu'on... Alors, je reviens juste sur la plateforme pour remontrer directement ici. À chaque fois, les pipelines, elles se font en deux étapes. Donc, on a une première étape qu'on voit qui est décrite, c'est REST API source vers un bucket S3 et ensuite de S3 vers Snowflake. Donc, quand on extrait d'une source API custom, on va d'abord stocker dans un fichier temporaire, dans un bucket S3 dans cette situation, mais ça peut être customisé pour être un bucket du client ou un blob storage propriétaire également. Et ensuite, depuis ce cloud bucket, on va charger dans Snowflake pour des raisons d'efficacité. Et donc, en fait, si on configure ça pour stocker dans notre bucket S3 ou Blob Storage, ça passe pas par Iberia, en fait, ça passe dans le réseau C'est du... ça, ça sera jamais stocké chez Reverie. Super. OK. Deuxième question. Donc, on a parlé pas mal des API REST dans ce webinaire. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, quasiment toutes les applications du monde offrent ces API-là, mais on a quand même des applications un peu plus anciennes, pas forcément SaaS, qui offrent l'accès à partir d'API SOAP. Comment est-ce que Reverie peut accéder à ces applications-là? Oui, donc ce connecteur qu'on a couvert ici était pour les API de type REST. Pour les API de type SOAP, on va procéder un peu différemment. On va utiliser ce qu'on appelle les Logic River, qui nous donnent d'autres fonctionnalités et possibilités, notamment la possibilité d'exécuter du code Python. Et donc là, on va pouvoir utiliser Python pour se connecter à notre API de type SOAP et ensuite avoir la partie chargement directement native grâce à d'autres fonctionnalités. Donc, on peut utiliser Python pour extraire nos données de l'API SOAP, le stocker dans une data frame Reverie et ensuite utiliser cette data frame pour charger directement dans Snowflake. Super. Une autre question par Frédéric. Donc, c'est une question, je vais vous la lire. Donc, peut-on gérer une requête asynchrone pour, par exemple, avoir d'abord une étape où on fait un post pour démarrer un job, et puis ensuite on vérifie le statut du job périodiquement, et enfin récupérer les résultats une fois que le statut du job est OK. Donc, est-ce que c'est Oui, possible d'effectuer un processus c'est comme ça? un cas qui est assez courant et qu'on a rencontré plusieurs fois et c'est quelque chose qui est disponible dans les Action River. Euh, la façon dont ça va se faire, ça va être donc avec une multi-action pour faire, donc première étape, lancer le job, deuxième étape, vérifier le statut, troisième étape, récupérer la donnée en général. Et quand on crée une Action River, on a des possibilités de par exemple, lancer la requête en boucle jusqu'à ce qu'on ait une certaine valeur dans une clé. Donc, on va pouvoir combiner tout ça avec les multi-actions pour faire ce cas d'usage. Donc, je vais donner un exemple.
Le premier exemple, c'est d'avoir une première étape ici où je vais pouvoir lancer mon job et en général, je vais avoir un ID en sortie et donc l'output de la première étape sera l'ID du job. Deuxième étape, je fais ma requête en boucle pour vérifier le statut du job jusqu'à ce que ce soit terminé. Et troisième étape, je viens télécharger ma donnée ou le rapport en question. Super. Salomé, je pense qu'on a une question qui est un petit peu plus sur le côté commercial. Donc, on a une question par Aurélien. Et la question, quels sont les coûts RPU des calls vers les API? Est-ce que c'est fixe ou variable? Donc, est-ce que tu veux que je réponde à la question ou tu veux la prendre toi-même? Vas-y, Ariel, avec plaisir. Bon, alors, ok. Alors, donc, en fait, le modèle de tarification, je suis une de mes tâches chez Riveri. Donc, en fait, le modèle qu'on a pour se connecter vers les applications SaaS est pareil si on le fait par des Action River ou bien si on le fait avec des sources natives. Donc, en fait, au bout du compte, comme Ronnie vous l'avait montré il y a quelques moments, vous avez vu qu'une fois qu'on a créé la connexion sous le Action River, on utilise ce Action River dans un Source Target River classique avec la source qui est du type REST. Donc, en fait, c'est traité comme n'importe quelle source native. Et effectivement, c'est un coût qui est fixe, plus ou moins, avec des crédits qui sont consommés, avec des RPU qui sont consommés par appel. Donc, chaque fois qu'on exécute une River REST, on consomme un crédit RPU pour cette exécution-là. Ok, je pense qu'on a une dernière question, encore une fois une question technique. Donc, Romy, je vous la lis. Est-ce que c'est possible de faire une boucle sur une liste de variables? Par exemple, j'ai le premier appel qui me renvoie une liste de ID et ensuite je fais un appel pour chaque ID pour récupérer les données. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible et c'est aussi quelque chose qui est assez fréquent, que ce soit pour récupérer les ID des objets ou d'un rapport. Et pour ça, on va avoir différentes options. On va avoir déjà, donc dans des Logic River, on peut faire des boucles. Et donc, on pourrait avoir le premier appel qui output une liste et ensuite boucler directement avec la Logic River. Ou on peut aussi l'implémenter avec l'Action River en lui donnant une liste en input. Donc, c'est dans les options avancées. Euh, on peut utiliser cette configuration qui est de faire une boucle sur une variable. Et donc, dans notre documentation, on a un guide étape par étape de comment le mettre en place pour pouvoir donc boucler sur chaque élément d'une liste et ensuite faire un appel API. Et donc, avoir quelque chose d'assez efficace pour faire ce système de boucle. Super, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Puis attends. Parfait. Bravo l'équipe. Super. Bon, bah écoutez, en attendant le prochain webinaire en français, on vous souhaite tous des super bonnes fêtes et une excellente nouvelle année avec avant tout la santé, très très important. Voilà, ne mangez pas trop, hein, mais bon, mangeons quand même. Merci à tous, merci Romy, merci Ariel, et puis à très bientôt. Merci à vous. Bonne fête, au revoir. Au revoir.